Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ce programme sur Ariane Télévision, programme dédié à l'état nutritionnel des enfants au Cameroun. La qualité des aliments servis aux nourrissons et aux enfants au Cameroun est questionnable du fait de nombreuses carences en vitamines et en minéraux essentiels qu'on observe au quotidien. Les données des enquêtes récentes renseignent par exemple que 29% d'enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance ou sont atteints de la malnutrition chronique et 14% ont un retard de croissance sévère. Cette situation, responsable du taux de morbidité et de mortalité élevé chez les enfants, est cependant réversible. L'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois, l'enrichissement des aliments en micronutriments sont là quelques mesures parmi tant d'autres qui convient de préconiser pour la santé et le bien-être des nouveau-nés et de nos enfants. Pour parler de cette thématique, aujourd'hui, nous allons recevoir sur ce plateau des experts en nutrition infantile et même en santé publique et bien évidemment des journalistes qui s'intéressent aux droits des enfants. Je commencerai par les introduire. À ma gauche, j'accueille Monsieur Agé Tonga. Il est un expert en nutrition et en santé publique. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Alors, vous êtes, on ne dirait pas que vous êtes à la réserve républicaine, un ancien cadre du ministère de la Santé, il faut le dire, et qui, après de loyaux services, mérite désormais un repos. Mais vous êtes là aujourd'hui pour édifier les téléspectateurs sur cette question de nutrition infantile qui est votre dada quotidien, si on peut le dire ainsi. Non, je pense que c'est très important de continuer à apporter sa petite pierre à l'édification du Cameroun. Et cette pierre-là commence par une bonne nutrition et surtout pour les jeunes enfants. Et l'un des premiers actes qu'on fait lorsqu'on fait, c'est de l'été. Alors, c'est juste pour, quand je faisais cette présentation, juste pour rassurer nos téléspectateurs que c'est un espèce de haut vol que nous avons sur le plateau en question, sur les questions de nutrition infantile et sur la santé publique de manière générale. À ma droite, j'accueille Jules Lobo, il est journaliste, par ailleurs président du réseau des journalistes pour les droits des enfants et des couches vulnérables. Rejudec, j'ai nommé. Bonjour Jules et bienvenue. Bonjour Prince Pondo et bonjour à vos téléspectateurs. Alors, une question comme celle liée à la nutrition infantile, elle vous intéresse au niveau du Rejudec? Loin d'être un expert, je crois que en tant que journaliste, nous avons une mission, c'est celle de sensibiliser les populations, de mettre à la disposition de ces populations-là l'information, la bonne information. Donc, nous participons à l'éducation de cette population et je crois que une question comme celle liée à la nutrition nous intéresse aussi. Mais elle nous intéresse davantage parce que nous évoluons dans un cadre que nous appelons le Rejodec, qui est le réseau, et vous l'avez dit, le réseau des journalistes pour les droits de l'enfant. Et nous regardons de très près tout ce qui concerne les droits de l'enfant. Ok, merci d'être venu. Il faut dire qu'au moment où nous réalisons ce programme, le ministre de la Santé publique venait de lancer la semaine nationale de l'allaitement maternel. Une autre question qui préoccupe l'allaitement maternel, je crois que nous aurons l'occasion de l'aborder au cours de ce programme. Alors, d'emblée, monsieur Agé, qu'est-ce qu'on entend par malnutrition aiguë, sévère, modérée pour le commun des Camerounais qui nous suivent? Et généralement, la malnutrition survient chez une personne, notamment un enfant, lorsqu'il y a un déséquilibre entre les apports alimentaires et nutritionnels et ses besoins. Donc, et dans ce cadre-là, de manière pratique, pour mesurer la malnutrition, elle peut être soit chronique, et là, pour la mesurer, on mesure par le retard de croissance. Donc, lorsque un enfant est plus court que son âge, on considère qu'il a une malnutrition chronique. Maintenant, il y a l'autre facteur qu'on utilise pour mesurer la malnutrition, c'est la malnutrition aiguë, qui est vraiment quelque chose de pas souvent courant, mais qui peut conduire plus facilement l'enfant à la mort. Donc là, de manière pratique, on la mesure par le poids par rapport à la taille. Par rapport à la taille. Et il y a un troisième indicateur, l'insuffisance pondérale, qui est le poids
le faible poids par rapport à l'âge. Donc, c'est ces trois indicateurs qu'on utilise communément pour mesurer la malnutrition chez les enfants. Elle peut aussi être faite chez les adultes, mais chez les adultes, on utilise l'indice de masse corporelle qui est le poids par rapport à la taille au corps. Ok, merci. Il faut noter que l'environnement de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant au Cameroun est caractérisé par une floraison d'aliments produits de manière industrielle ou artisanale et qui s'offrent aux parents et à d'autres acteurs du milieu scolaire, par exemple, chargés de veiller à la nutrition de ces couches vulnérables de la société. Mais seulement, force est donnée de constater que la quantité d'aliments produits ne rime toujours pas avec la qualité. C'est donc quoi le problème? Jules Loba, vous êtes souvent sur le terrain en tant que journaliste. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait véritablement problème sur le terrain? Je pense qu'il faut commencer par parler de l'ignorance des parents. C'est-à-dire que nous nous sommes rendus compte sur le terrain qu'il y a des parents qui ne maîtrisent pas un certain nombre de choses. Comment nourrir leurs enfants ou leurs enfants. Je crois que c'est le principal problème. Et d'aucuns pensent que tout ce qui est mangeable, on peut, si l'adulte mange, il faut automatiquement que l'enfant puisse également manger cela. Donc, c'est d'abord le véritable problème. Et je crois que à ce niveau, peut-être qu'il faut davantage renforcer un peu la sensibilisation au niveau de la base, notamment dans l'arrière, dans les zones rurales. Vous avez donné des chiffres tout à l'heure par rapport à la dernière enquête. On se rend compte que c'est beaucoup plus, le problème se pose beaucoup plus dans les zones rurales. Malgré tout ce qui est fait, bon, je crois qu'il y a certainement un problème au-delà de l'ignorance, il y a également un problème de pauvreté aussi. C'est-à-dire que des gens ne savent pas quelle est la conduite à tenir, qu'est-ce qu'il faut faire certainement pour encadrer, pour nourrir leurs enfants. Donc, je crois que nous avons dans le cadre de nos missions sur le terrain, on a vu un certain nombre de choses. Vous avez des enfants qui parfois ne font pas leur âge. L'expert le disait tout à l'heure. Vous voyez un enfant qui a une grosse tête et puis un petit corps, il est amaigri. Vous vous posez des questions, vous croyez qu'il est malade. En fait, il est malnutri et ça pose un véritable problème. Il y a même des parents qui ne savent même pas que si l'enfant a cette forme-là, c'est qu'il est malnutri. Quand vous lui posez la question, il se dit, mais il vous dit son enfant se porte bien. Donc, je crois que c'est un véritable problème qu'il faut davantage sensibiliser les populations sur le terrain. Je ne sais pas ceux qui interviennent dans ce secteur-là, je ne sais pas comment ils travaillent, mais je crois que le problème est plus profond. Il est très profond. Alors, quelques chiffres pour édifier les uns et les autres sur la question. On note que 35% d'enfants de moins de 5 ans souffrent de carence en vitamine A. 0,1% souffrent de carence en vitamine B12. Et en ce qui concerne les carences en minéraux, on note que 20,7% d'enfants présentent des carences en fer et 70% d'enfants souffrent de carences en zinc. Alors, vous en tant qu'expert, ces chiffres vous interpellent? Les chiffres, ils sont vraiment alarmants, que ce soit pour la grande forme visible de la malnutrition, que ce soit pour la faim cachée, parce que lorsqu'on a une faim dans micronutriments, ce n'est pas très visible, mais c'est cette faim cachée-là qui peut être beaucoup plus grave. Et ces chiffres sont interpellateurs, ça nous interpelle vraiment. Pour parler simplement, on voit que c'est un paradoxe qu'un pays comme le Cameroun, où il y a beaucoup d'aliments, une grande variété, mais comment se fait-il qu'on a un enfant sur 3 est malnutri au Cameroun? Comment ça se fait? Le camarade qui s'occupe des droits des enfants, amis des enfants, a bien dit qu'il y a un problème de sensibilisation. Donc l'éducation nutritionnelle est très importante. Mais il faut savoir que pour arriver à la malnutrition, il n'y a pas seulement les aliments. Il y a les soins apportés aux enfants. Il y a la maladie. Il y a l'hygiène et l'assainissement. Parce que lorsque on n'a pas de l'eau potable, lorsque l'environnement n'est pas sain, on va tomber malade. Et si on tombe malade, certainement, on aura besoin de beaucoup plus de nutriments et on peut arriver à une malnutrition. Donc ça, il y a la pauvreté, il l'a dit, il y a l'utilisation des aliments, il y a la maladie, il y a l'hygiène
et l'environnement. Il faut pouvoir se laver les mains après avoir utilisé les toilettes. Il faut se laver les mains avant de donner la nourriture à l'enfant. Il y a les soins aux enfants. Parce que l'enfant qui est tout jeune, il est laissé à lui-même. On ne sait pas s'il a mangé. Et s'il mange avec les adultes ou les enfants beaucoup plus grands, parfois ils ne mangent pas la quantité suffisante. Si la mère est allée au champ et a laissé un peu de nourriture, peut-être les aînés peuvent consommer la nourriture de l'enfant et le tout jeune enfant, il n'aura pas suffisamment à manger. Et vous avez, je reviens aux chiffres sur les micronutriments. Ça aussi, c'est un peu lamentable dans notre pays où parfois, dans la nourriture de l'enfant, il n'y a pas de fruits. Parce que c'est les fruits qui donnent majoritairement les micronutriments, les vitamines et les minéraux. Il y a les fruits et le foie des animaux, par exemple, pour la vitamine A. Mais les fruits rouges, la chair orangée ou les légumes verts, fruits verts foncés, sont très riches en vitamines, et notamment la vitamine A et en fer. Mais ces aliments-là, vous conviendrez avec moi que le commun des mortels, on ne les donne pas aux enfants. Nous, on a fait des enquêtes dans tout le Cameroun. Vous parlez justement, par exemple, du foie des animaux. Le foie des animaux. C'est réservé à... C'est une partie du gibier qui est généralement réservée aux adultes. Aux adultes et aux nobles, de noblesse. Alors que le père, chaque soir, lui, avant d'arriver même à la maison, il mange 2 soya ou de marara, comme on dit. Et alors que pour l'enfant a besoin de 10 grammes, donc un petit morceau de foie pour couvrir tous ses besoins en vitamine A pour une semaine. Alors, c'est-à-dire, les parents, est-ce que vous pensez que vous donnez aussi l'information nécessaire aux parents pour savoir comment nourrir un enfant? Est-ce que là n'est pas le problème? Là, c'est vraiment le problème. Ça se fout. Parce qu'il faut parler au quartier, on a l'impression que c'est beaucoup plus du bourratif. Oui. C'est-à-dire, on voit la quantité, mais on se soucie plus de la quantité, mais moins de la qualité. Oui. Le problème se pose à 2 niveaux. Au niveau de la mère, il faut la sensibiliser parce que c'est elle qui s'occupe souvent de l'enfant. Donc, il faut la sensibiliser. Mais pour mieux la sensibiliser, il faut que la mère soit éduquée. Parce que les études ont montré que la mère qui est allée à l'école, elle donne de meilleurs soins aux enfants et même la nourriture. On a l'impression que les enfants de mères qui ont été à l'école sont mieux nutris. Donc ça, c'est le premier problème. L'autre niveau, c'est les pères qui donnent la ration alimentaire, l'argent pour la ration alimentaire quotidienne. Il faut que le père sache que les enfants ont vraiment besoin d'aliments de qualité. Donc le papa aussi doit surveiller si l'enfant a effectivement mangé dans la journée et une bonne quantité d'aliments. Mais Jules vous avez dit le problème c'est l'ignorance. Mais lorsque vous allez vers ces parents-là, au quotidien, qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement? Ils n'ont pas de moyens pour acheter les aliments de qualité? Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est d'abord l'ignorance. Maintenant, la deuxième chose, la pauvreté. Il y en a qui vous disent qu'ils ne peuvent faire qu'avec ce qu'ils ont. Quand vous avez un parent qui se permet, une maman, on va dire comme ça, qui se permet de donner du couscous à un enfant de moins de 6 mois. Parce qu'elle estime que c'est ce qu'elle a et qu'elle peut donner à son enfant. Alors, vous avez beau lui expliquer, lui dire que non, c'est pas bon pour la santé de l'enfant. Elle vous dit, mais puisqu'il mange, si je mange, ça veut dire que cet enfant peut également manger. Donc, c'est pour ça que je parlais de cette ignorance-là. Donc, il faut davantage certainement sensibiliser les populations. Moi, je voudrais revenir peut-être sur le rôle que jouent véritablement les nutritionnistes dans cette affaire. C'est vrai qu'ils sont là, mais je me pose des questions. Est-ce que sur le terrain, ils sont présents pour pouvoir encadrer ces populations? C'est le gros problème parce que je n'ai pas ce sentiment-là que des experts sur des questions de la nutrition sont davantage associés ou impliqués dans ces opérations de sensibilisation des populations sur le terrain. Donc, je crois qu'il y a un vide qu'il va falloir combler, amener les parents à comprendre un certain nombre de choses, parce que ce retard de croissance, comme vous le connaissez, comme vous le savez autant pour moi, cause énormément de problèmes, pas à la famille, mais au Cameroun tout entier. Vous avez des enfants qui ont 10 ans, mais vous avez l'impression que c'est des enfants de 5 ans ou de 4 ans. Alors, ça pose un véritable
problème. Même au niveau de l'école, au niveau des études, il y a un problème qui se pose et c'est le Cameroun qui perd énormément. Alors, monsieur Ajitonga voulait réagir. Oui, je voulais rebondir sur deux aspects qu'il a abordés. Les moyens. Par exemple, un enfant de moins de 6 mois à qui on donne du couscous parce que c'est ce que la mère mange. Il se pose vraiment là un problème d'information. Parce que de la naissance jusqu'à 6 mois, l'enfant n'a besoin que du lait maternel qui est disponible puisque toute mère, riche ou pauvre, est capable d'allaiter pourvu qu'elle-même elle s'alimente correctement. Elle peut allaiter. Donc, ça ne sert à rien de lui donner, de chercher autre chose que le lait maternel. Et là, vraiment, il faut que ce message-là revienne. Il y a eu la célébration aujourd'hui de la semaine camerounaise de l'allaitement maternel, mais on a l'impression que le message vraiment ne va pas jusque là où il doit être. Et c'est là où je rebondis à la deuxième partie de ce qu'il a évoqué. Est-ce que les professionnels même de la nutrition vont jusqu'à la communauté où on doit dispenser cette information? Je pense qu'il a parfaitement raison parce que même dans le système de santé, dans les districts de santé, parce que le système de santé du Cameroun est divisé en district de santé. Je ne pense pas qu'il y ait un nutritionniste dans chaque district de santé qui pouvait conduire les activités de nutrition au niveau de la communauté. Il y a les aires de santé, il y a les districts de santé. Et là, le message doit vraiment être porté. Mais notre émission aujourd'hui parle de l'alimentation et de la malnutrition. Pourquoi est-ce que on doit vraiment en arriver à des taux de malnutrition tellement élevés alors que pour faire la promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, il n'y a que deux aspects importants. Il y a l'allaitement maternel de 0 à 6 mois et il y a à continuer cet allaitement maternel jusqu'à 2 ans et même au-delà, mais l'associer avec les aliments de complément qui sont adéquats. Et c'est là où il y a le problème. Ces aliments adéquats, est-ce que ces aliments de compléments adéquats doivent forcément coûter cher? Je dis non, puisque avec les aliments locaux, on peut faire les aliments de complément pour le jeune enfant qui sont de bonne qualité. Et c'est là où je chute en disant que c'est à cet âge-là, quand l'enfant est tout petit, qu'il faut qu'il ait une bonne nutrition, parce que c'est entre 0 et 2 ans que tout le cerveau de l'enfant vraiment atteint presque 90%. Et ça veut dire que les parents doivent faire beaucoup attention à cette période-là et donner l'alimentation adéquate. Qui serait composée de quoi, par exemple? Qui serait composée, comme j'ai dit, de 0 à 6 mois, de lait maternel. On reviendra sur cette problématique tout à l'heure. Et les aliments, normalement, on doit avoir au moins 5 types d'aliments dans la nourriture de l'enfant. Il y a l'aliment de base qui est composé surtout d'aliments qui donnent la force. Il y a des aliments de construction comme la viande, pas seulement la viande parce que c'est les organes. L'aliment qui donne la force, c'est quoi? L'aliment qui donne la force, c'est le riz, c'est le manioc, c'est les aliments de chez nous. C'est-à-dire le maïs, le couscous de maïs, le couscous de manioc, c'est d'abord l'aliment de base. Là, on est là dans la famille d'aliments des glucides, c'est ça? Des glucides. Voilà. Ouais. Il y a les aliments, d'autres aliments qui donnent la force comme les huiles. Donc il y a toutes les huiles qu'on connaît, l'huile de palme qui est le plus souvent utilisée dans nos contrées, mais ailleurs c'est peut-être l'huile d'arachide ou l'huile de coton. Mais l'huile de palme utilisée à bon escient, ça il faut aussi le préciser. Oui, l'huile de palme utilisée à bon escient parce que l'huile de palme, il est rouge, mais il ne faut pas le blanchir parce que parfois dans les grandes villes on essaie de le blanchir pour que ça ressemble un peu à l'huile d'arachide ou l'huile raffinée. Or, quand on le blanchit, on fait partir toute la vitamine A qui est contenue dans l'huile de palme rouge. Donc, pour continuer dans ces aliments-là, il y a les aliments de croissance, c'est-à-dire les protéines, qui peuvent être les protéines d'origine animale, qui coûtent un peu cher, comme la viande ou le poisson séché, mais il y a les protéines d'origine végétale, comme les haricots,
qu'on mange tout le temps, ou comme le soja qu'on peut mélanger à la nourriture de l'enfant qui lui donne la force. Donc il y a les trois grands groupes que j'ai cités, mais il y a non seulement il y a les fruits qu'il faut ajouter, et il ne faut pas oublier le lait quand c'est possible. Quand c'est possible. Alors, nous allons, merci pour ces éclairages, AG Tonga. Nous allons à présent suivre un reportage de Brice Edmond Gomo sur l'allaitement maternel et on reviendra juste après pour parler de cette problématique. Retarder le début de l'allaitement maternel augmenterait de 80% le risque de décès des nourrissons. Au Cameroun, une enquête indique que 17,03% d'enfants sont soumis à une durée d'allaitement maternel exclusif de 28 à 43 jours en moyenne. 66,3% des mamans pratiquent un allaitement au sein et 3,8% développent un allaitement artificiel. Au centre mère et enfants de la Fondation Chantal Biya à Yaoundé, une étude à propos de 215 nourrissons a révélé que le taux d'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois était de 10,7% avec une durée moyenne de l'allaitement maternel exclusif de 3,4 mois, une durée moyenne de l'allaitement maternel de 9,2 mois et un taux d'allaitement mixte à 6 mois de 74,8%. Des raisons de la pratique mixte sont évoquées, notamment le travail externe des mères. Selon Irène Alice Messa, en service au centre de santé intégré du quartier Ekoudou à Yaoundé, l'allaitement au sein doit être poursuivi jusqu'à l'âge de 2 ans. Son importance n'est plus à démontrer. Sur le plan familial, c'est très rentable pour la famille parce qu'une maman qui met son bébé au sein n'a pas besoin des frais, donc d'aller acheter un autre lait. Le lait est disponible à toute heure et ça prévient aussi certaines maladies chez le bébé. L'allaitement maternel est disponible, économique, pratique, hygiénique. Donc la famille n'aura pas besoin de débourser d'importantes sommes, voire même c'est gratuit pour la famille. Le lait maternel constitue la principale source de nutrition pour l'enfant. Pendant les 6 premiers mois, l'allaitement exclusif, c'est-à-dire sans aucun autre ajout, excepté les médicaments, est recommandé par le ministère de la Santé publique, l'OMS et l'UNICEF. Le lait maternel transmet à l'enfant les anticorps de la mère et tous les éléments nutritifs nécessaires. À cet âge, selon le ministère de la Santé publique, une nutrition inadéquate réduit considérablement les chances de suivi de l'enfant tout en affectant à long terme sa santé et son développement intellectuel. Et la mère qui fait le choix de ne pas allaiter son bébé s'expose aussi à de nombreux risques. En promouvant et en faisant l'allaitement maternel, nous évitons beaucoup de choses. D'abord pour le bébé qui naît, parce qu'on peut éviter 15% de maladies que le bébé peut attraper. Et également pour la maman qui peut éviter un certain nombre de choses également. On a parlé tout à l'heure du cancer du sein. Selon l'OMS, si tous les bébés étaient alimentés avec rien d'autre que du lait maternel à partir de l'instant où ils naissent jusqu'à l'âge de 6 mois, plus de 800 000 vies seraient sauvées chaque année. Je citerai une résolution qui a été prise, je pense, en 2012, qui a demandé aux États membres d'augmenter le taux d'allaitement maternel exclusif, c'est-à-dire les enfants de 0 à 6 mois, à 50% à l'horizon 2025. L'enquête démographique santé de 2018 a démontré qu'au Cameroun, ce taux est à 40%. Les 1000 premiers jours de l'enfant, de sa conception à sa 2e année de vie, sont cruciaux pour son devenir. Au Cameroun, même si les progrès enregistrés sont encourageants, la situation nutritionnelle des enfants continue d'être préoccupante. La célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, prônée par l'OMS depuis 1992 et soutenue par l'UNICEF, s'inscrit entre autres dans les initiatives de santé publique pour protéger,
promouvoir et soutenir la pratique. Retour donc sur ce plateau, après ce reportage, Jules Lobo, on le constate, malgré les efforts, les campagnes qui sont menées, on se rend compte que 40% d'enfants sont exclusivement nourris au sein pendant les 6 premiers mois. Alors, ça pose problème. Ça pose un véritable problème et je pense que nous qui avions certainement eu l'occasion de rencontrer quelques mamans, il y a plusieurs raisons qui sont avancées. Dans les zones urbaines comme Yaoundé Douala, la plupart vous disent qu'elles ont beaucoup de choses à faire. Donc elles ne peuvent pas passer tout le temps avec le bébé à la maison pour lui donner le sein. Donc elles préfèrent trouver d'autres, comment vous appelez, d'autres substituts à ce lait maternel-là et préfèrent donc peut-être vaquer à leurs occupations et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de raisons. Il y a d'autres raisons également où des femmes vous disent que elles veulent garder leur poitrine assez comme il faut. Vraiment, elles ne voudraient pas que l'enfant qui vient, qui va juste prendre ce lait maternel là puisse lui permettre, en fait, puisse la mettre en difficulté par rapport à ça. Bon, pour le dire de manière prosaïque, elles ne veulent pas que leurs symptômes, c'est ce qu'elles disent généralement. C'est ce qu'elles disent généralement. Donc il y a plusieurs raisons. Et là, je crois que ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure, il y a l'ignorance. C'est-à-dire que même quand vous leur expliquez un certain nombre de choses, vous leur dites qu'un enfant doit être allaité exclusivement au lait maternel, pour elle, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Et donc, je crois qu'il faut, au-delà des femmes, peut-être qu'il faudrait également que les pères de ces enfants puissent également jouer leur rôle, c'est-à-dire amener les femmes à donner uniquement du lait maternel à leurs enfants avant l'âge de 6 mois. C'est un autre problème également, c'est qu'il y en a qui pensent que le lait maternel n'est pas suffisant. Il ne peut pas être suffisant pour l'enfant parce qu'à un certain âge, l'enfant commence à, peut-être 2 mois, 3 mois, l'enfant commence à pleurer, elle estime que l'enfant a faim. Il faut donc lui trouver autre chose en dehors de ce lait maternel, d'où ce couscous dont je parlais tout à l'heure. Parfois, qu'on donne à l'enfant, on pense que en lui donnant le couscous, ça va davantage lui donner assez de force. Pourtant, c'est pas normal. Maintenant, il faut aussi dire que on n'arrive peut-être pas à respecter un certain nombre de lois qui encadrent cette activité-là. Il y a un décret du Premier ministre qui interdit la commercialisation d'un certain nombre de substituts, je crois bien, les maternels, mais on voit des gens faire la publicité de ces produits-là. À longueur de journée, dans nos chaînes de télévision, on voit un certain nombre de choses. Donc, je pense qu'il faut que tout le monde se mette ensemble. En fait, nous allons questionner les politiques publiques tout à l'heure. Agé Tonga, vous dites que le lait maternel est un lait complet pour le nourrisson. C'est un aliment complet pour le nourrisson. On n'a pas besoin d'autre chose. On n'a pas besoin d'autres aliments ni boissons. Même dans les régions les plus chaudes, l'enfant n'a pas besoin de boire de l'eau lorsqu'il allait exclusivement. Parce que les études ont été faites au Cameroun, au nord du Cameroun, il fait tellement souvent. On s'est rendu compte que sur un groupe où l'enfant était allaité exclusivement au sein et dans l'autre groupe où on donnait d'autres aliments, les enfants qui étaient allaités exclusivement au sein se portaient mieux. Donc les études ont clairement montré que vraiment, même en termes de diarrhée, ces enfants-là n'avaient pas de diarrhée et ils n'avaient pas soif. Tout simplement parce que le lait maternel est fait de 90% d'eau. Donc, dans tous les cas, vraiment, on ne peut pas dire que quelle que soit la situation, même le climat n'empêche à un enfant d'être allaité exclusivement au sein. Donc, on parlait, monsieur Laurent parlait des seins qui tombent dû à l'allaitement maternel. Ça, c'est des préjugés, des idées, des fausses croyances, puisque quand le sein il va tomber, qu'on allaite l'enfant ou pas. Et maintenant, je suis étonné qu'en ville où il y a même les Wonder Bras, c'est-à-dire les soutiens gonflants, tout ça, si c'est pour la silhouette, il y a tout pour avoir une bonne silhouette. Mais il faut mettre sur la balance la beauté de la femme et la santé de l'enfant.
le lait maternel, c'est le meilleur aliment. Aucun lait, même les laits dits maternisés, ne peut concurrencer le lait maternel. Parce que non seulement c'est un lait vivant, parce qu'il a les enzymes, il a tout, il a les anticorps, il permet à l'enfant de lutter contre la maladie. D'ailleurs, il chasse la maladie de l'enfant. Et le premier lait qu'on appelle colostrum, c'est le premier vaccin de l'enfant. Il est riche en vitamine A et il protège vraiment l'enfant. Aucun lait au monde, aucun lait artificiel fabriqué ne peut concurrencer le lait maternel. Alors, mais il y a quand même des pratiques dans nos formations sanitaires et même dans nos contrées. Ce qu'on observe généralement, à peine un enfant né, le lait, la maman dit que ça ne coule pas, le lait ne coule pas, il faut prendre de la bière, ou faire de la bouffe pour stimuler la poussée laiteuse, la montée laiteuse. Et entre-temps, même l'enfant, on lui donne de l'eau dès les premières heures. Est-ce que ce sont des pratiques à proscrire? Ça, c'est de très mauvaises pratiques. Vous le soulignez fort opportunément que lorsque la mère accouche, la montée laiteuse n'est pas encore là. C'est normal que la montée laiteuse n'est pas encore là. Mais à l'intérieur du sein, il y a déjà le premier lait. Et la seule chose vraiment efficace qui fait avoir une montée laiteuse est la succion. Donc quand on met la bouche de l'enfant sur le mamelon de la mère, c'est ça qui fait monter le lait. Quelle est la particularité de ce premier lait? Le premier lait, comme je le disais tantôt, c'est le premier vaccin. Ils sont en très petite quantité. Et certains ont tendance à le jeter alors que c'est vraiment de l'or. Parce que sa couleur jaunâtre. Il est là, ils sont en très petite quantité. Il faut que l'enfant ait pour qu'il puisse sortir. En petite quantité, pourquoi? Parce que la quantité de colostrum, le premier lait, est très peu. C'est environ moins de 15 millilitres, donc moins de une cuillerée à soupe. Mais il est suffisant pour protéger l'enfant les premiers jours. Il est largement suffisant pour protéger l'enfant. Et c'est pour ça que l'un des indicateurs pour un bon allaitement maternel, c'est pour une bonne initiation à l'allaitement maternel, c'est de mettre l'enfant au sein le plus tôt possible. On dit dans l'heure qui suit la naissance, donc dans les 30 minutes après la délivrance, après avoir nettoyé l'enfant, vraiment il faut mettre l'enfant au sein. Ce qui a beaucoup d'avantages, facilite la délivrance, diminue les douleurs, fait en sorte que l'enfant puisse vraiment dégager son estomac avec les premières selles verdâtres qu'on appelle méconium. Donc c'est très important de mettre l'enfant immédiatement au sein, non seulement pour nourrir l'enfant, même si on ne voit pas vraiment le lait tel qu'on a l'habitude de le voir, mais ça permet aussi de réussir son allaitement. Et c'est pour ça qu'on a dit les pères et toute la famille doivent encourager et aider la mère à réussir cette initiation précoce à l'allaitement. Oui, vous parlez tout à l'heure des pratiques, si vous permettez, oui. Prince, je voudrais quand même ajouter un aspect. Très souvent, quand on apprend qu'il y a une nouvelle naissance dans une famille, tout ce qu'on fait tout de suite, c'est d'entrer dans la boutique d'à côté et acheter une palette d'eau minérale pour garder à l'enfant et puis à la maman. Alors, qu'est-ce que cette maman va faire de cette eau-là? Elle estime que l'eau qu'on apporte, c'est pour donner à l'enfant. C'est pour donner à l'enfant. Et c'est des réflexes, parfois, que nous avons, j'ai envie de dire, c'est des pratiques que nous avons adoptées, et pourtant qui nous causent beaucoup de problèmes. Donc, je crois qu'à partir de là, il faut résoudre ce problème. Maintenant, il y a également une affaire où il faut trancher. Bon, je ne sais pas s'il faut trancher, c'est vrai que c'est peut-être un peu amusant. Dans les familles, il y a des hommes qui estiment que le sang leur appartient. C'est pas à l'enfant qu'il appartient. Donc, le bébé qui est né, on estime qu'il a quelques jours seulement pour ce sein-là, et que le sein revient au papa. Alors,
je me rappelle, je crois, un expert au micro d'une chaîne de télé concurrente qui avait dit que le contenant, c'est pour le papa, et puis le contenu, c'est pour l'enfant. Alors, c'est des choses qu'on observe dans des familles. Oui, mais encore que, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable que le papa puisse se priver de son sein le temps que l'enfant grandisse? Parce que vous imaginez les suctions et autres là, avec les... Ça, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Maintenant, est-ce que... à travers la salive et tout le reste, c'est-à-dire les muqueuses buccales, par exemple, est-ce que ça ne peut pas poser problème à ce niveau-là? Oui, ça peut poser problème. Maintenant, je dis c'est facile à dire parce que il y a des papas qui ne vont pas vous entendre, qui vont pas vous comprendre ça comme ça, qui pensent qu'à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils sont à un moment abandonnés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus accès à ce dont ils ont le droit, ils ont droit. J'ai évoqué les chiffres tout à l'heure, à peine 40%, hein, 40% de femmes allaitent, excusez-moi, leurs enfants au sein pendant les 6 premiers mois. Mais est-ce qu'avec le phénomène de la montée en puissance, la prévalence des maladies infectieuses telles que VIH aujourd'hui, est-ce que ça n'impacte pas cette politique publique en matière d'allaitement maternel aussi? Oui, je l'ai dit, je crois qu'il y a un problème à ce niveau. Il faut peut-être davantage que les experts essaient de se pencher en sensibilisant ces femmes qui viennent chaque fois quand elles viennent, parce que quand une femme vient d'abord avant pour ses visites prénatales, il faut commencer déjà à la préparer. Et je crois qu'il y a un certain nombre d'informations qu'on met à la disposition de cette maman-là. Maintenant, après l'accouchement, il faut continuer à la sensibiliser. Il faut lui donner un certain nombre d'informations. Il ne faut pas se contenter de donner ces éléments, ces informations à cette femme-là. Mais je crois qu'il faut également donner les mêmes informations au papa. Parce que c'est important. Parce que quand une femme vient à l'hôpital, elle reçoit quelques renseignements. Et quand elle rentre à la maison, il sera très difficile que le papa, le nouveau papa, accepte ces éléments, ces informations que la maman a pu obtenir ou a pu bénéficier à partir de la formation sanitaire. Donc, je crois qu'il faut davantage éduquer les populations à ce niveau. On parle du planning familial et tout le reste. Je crois que tout ça, il faut mettre ça dans un package, qu'il faut davantage sensibiliser les parents, surtout ceux qui font des enfants. Il faut sensibiliser. Jules, nous allons partir du côté de la rue maintenant pour interviewer l'homme de la rue. Hein. Il va nous dire ce qu'il pense véritablement de l'allaitement maternel. C'est dans cet élément réalisé toujours par notre reporter Brice Arnaud Ngomo. Et on va revenir juste après sur vos sports. Je ne vais pas dire ce qui est différent de ce que les autorités viennent de dire. L'allaitement maternel, il est évident que c'est très important pour l'enfant, non seulement parce que ça assure la santé de la mère et de l'enfant, ça réduit la mortalité infantile. Chaque maman doit allaiter son enfant au moins 1 an ou bien 8 mois jusqu'à ce que l'enfant marche. 6 mois, moins de 6 mois là, c'est vraiment, c'est pas normal. Pour moi, l'allaitement maternel, c'est un moyen de nutrition. Un moyen de nutrition qu'on donne à l'enfant pour qu'il puisse avoir, en fait, pour qu'il puisse bénéficier d'une croissance normale. C'est quelque chose de normal et je pense que tout parent et toute maman a le droit d'allaiter son enfant. Déjà, moi je suis mère d'enfant, j'ai mon petit garçon qui a 9 ans aujourd'hui et il a été allaité pendant 1 an, 2 semaines. Oui. Et je comprends aujourd'hui l'importance du fait qu'on dit souvent que lorsque un enfant est mieux allaité pour longtemps, il est fort, résistant, il n'est pas exposé aux maladies et tout ça. Et depuis que mon fils est là, vraiment il n'a pas de soucis. Il n'a pas encore été hospitalisé. Et je comprends que c'est parce qu'il a été bien allaité. Bon, là, ça va dépendre des enfants. Hein. Là, ça dépend des enfants. Parce qu'il y a des enfants dont le lait maternel ne suffit pas exclusivement, qui ont besoin d'autres aliments complémentaires au lait maternel. À l'hôpital, on dit toujours on doit donner à l'enfant après 6 mois. On doit donner un autre aliment après 6 mois. Bon, ça va dépendre des figures de cas. Il y a des enfants que, quand ils naissent, ils ne sont pas exigeants. Et il y a aussi d'autres
qu'ils naissent, ils sont exigeants, ils en demandent. Donc il peut arriver qu'en plus du lait maternel, qu'on lui donne le lait artificiel ou alors qu'on fasse même la bouillie. J'ai un enfant, j'ai une fille. Je dois avouer que je n'ai pas allaité exclusivement mon enfant au sein parce que au début mon sein ne coulait pas beaucoup et elle allait être quelqu'un qui mange beaucoup. Donc j'ai tout fait d'associer le lait artificiel à mon lait parce que mon lait n'était pas assez pour mon enfant. Mais d'après les experts, il faut allaiter exclusivement. C'est important d'allaiter exclusivement l'enfant au sein, au lait maternel. Retour donc sur ce plateau avec nos invités qui sont là. Nous parlons de l'allaitement maternel cette fois-ci. Alors, Agé Tonga, on peut bien questionner le public en matière d'allaitement maternel. Est-ce que, bon, vous ne parlez pas au nom du ministère de la Santé publique, oui, mais est-ce que nos politiques sont vraiment adéquates de nature à améliorer des chiffres? Il y a une année au Cameroun, on parlait des hôpitaux amis des bébés, ces hôpitaux qui devraient véritablement avoir des espaces pour la promotion de l'allaitement maternel, mais aujourd'hui, ces hôpitaux n'existent pas. Il y a une première tentative qui a avorté malheureusement. Est-ce que là, ça ne fait pas partie des problèmes qu'il faut adresser? Non, vous avez parfaitement raison d'interpeller les politiques publiques. Parce que mon co-panéliste a évoqué, par exemple, lorsqu'on vient visiter le bébé, on apporte de l'eau minérale. Ça suggère que cette eau doit être utilisée pour l'enfant. Donc, c'est de bonne foi qu'on apporte cette eau. Mais il faut savoir... Pour ajouter de l'eau à votre moulin, on a souvent vu des affiches publicitaires de ces entreprises qui fabriquent cette eau minérale et qui disent même conseiller pour les nouveau-nés et même pour les mamans. Oui, et ça, c'est une violation au code international de commercialisation des substituts de lait maternel parce que là, on incite les mères et les parents à donner de l'eau aux enfants. J'aimerais revenir sur ça pour... Mais d'autres, ils s'appuient même aussi sur l'ordre national parce qu'ils mettent souvent là, autorisé par l'ordre national des médecins. Oui, on a souvent vu ces affiches. Oui, on a souvent vu ces affiches, mais les téléspectateurs qui nous regardent doivent savoir que ça, c'est une violation du code. Et les politiques et les techniques et les programmes dont vous parlez comme initiative hôpitaux amis des bébés sont les bienvenus parce que là, nous permettent non seulement de mettre en application le code et de rendre les maternités, là où les femmes accouchent, les nouveau-nés, vraiment des espaces très bien qui tiennent compte de la santé de l'enfant et notamment de l'allaitement maternel. Depuis un certain nombre d'années, on n'a pas véritablement réussi à labelliser des hôpitaux de chez nous, hôpitaux amis des bébés, mais je pense qu'avec le lancement de la semaine camerounaise de l'allaitement maternel, je pense qu'il y a eu un engagement du ministre de la Santé pour que les formations sanitaires du Cameroun puissent vraiment adhérer à cette initiative. Depuis longtemps, on n'a pas véritablement eu un programme de promotion de l'allaitement maternel, ce qui est un tort, mais on sait que pour une bonne promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, il faut impliquer toute la communauté. Non seulement la communauté qui vit avec les familles dans les quartiers, dans les villages, mais aussi tous les techniciens du district de santé et tous les grands professionnels de la nutrition. Il faut que tout le monde puisse vraiment agir au niveau de la communauté pour donner la bonne information. Vous avez évoqué tout à l'heure la résurgence de l'infection à le VIH. Mais les études, toutes concordantes ont montré que même en situation de VIH, l'allaitement maternel reste la meilleure option. Parce que entre l'option que l'enfant meurt de malnutrition ou de VIH, on voit qu'il vaut mieux que cet enfant-là soit véritablement bien nourri pour être en bonne santé et lui donner une chance de survie. Et on s'est rendu compte que s'il y a les bonnes pratiques médicales pendant l'accouchement, et toutes les mères maintenant sont engagées au programme de prévention de la transmission à l'enfant, la PTME. La PTME, donc on sait que, et il y a l'option B+, qui permet à donner de la niverapine à la mère,
avant l'accouchement et même après au bébé. Donc on peut normalement allaiter son enfant sans que ça ne pose de problème, même en situation de VIH. Il faut que ce soit sûr et que les téléspectateurs qui nous regardent puissent comprendre que quelle que soit la situation, on doit pouvoir allaiter son enfant. Et maintenant, nous tous, qu'on soit personnel médical, que nous qui sommes au quartier ou au village, qui regardons cette émission, qu'on puisse véritablement donner le bon conseil. De 0 à 6 mois, il faut donner le lait maternel, et exclusivement le lait maternel, et qu'on doit le compléter à partir de 6 mois et qu'on peut donner le lait maternel. Voilà, on reviendra à vous tout à l'heure, Agé Tonga, pour dire comment nourrir son enfant après 6 mois, à partir de montant, vous nous aiderez à édifier nos téléspectateurs sur cette question. Alors Jules, est-ce que l'autre facteur qu'il faut questionner n'est-il pas la législation du travail? Est-ce qu'on accorde suffisamment de temps aux mamans pour allaiter leurs enfants? Les congés de maternité... Je crois que c'est le véritable problème aujourd'hui. C'est vrai que vous parliez tout à l'heure des formations sanitaires. Il faut qu'on sorte des formations sanitaires. Parce que les mamans, une fois qu'elles ont accouché, elles vont partir de ces hôpitaux, vont partir de ces formations sanitaires pour leur domicile. Et une fois qu'elles ont, c'est des mamans pour la plupart qui ont des choses à faire, qui ont d'autres occupations. Comment elles doivent donc s'organiser avant les 6 mois? C'est la question qu'il faut se poser. Donc vous avez donc des femmes qui préfèrent abandonner l'allaitement maternel parce que elle va au travail, il faut qu'elle aille au travail. Or, je crois qu'on demande aujourd'hui aux administrations de permettre aux femmes de trouver peut-être un espace pour allaiter leurs enfants. Mais combien d'administrations le font aujourd'hui? C'est la question. Vous avez même des femmes qui sont sérieusement menacées de licenciement ou, je ne sais pas moi, de renvoi parce que elles allaitent, elles ont des enfants. J'étais très content d'apprendre l'autre jour, j'ai ma petite soeur qui est hors du pays, qui a accouché il y a quelques jours, qui me disait que là-bas, on leur a donné, elle avait 8 mois de congé de maternité. Oui. 8 mois. Ici, qu'elle a le temps. Ici, chez nous, c'est après, je crois, 3 mois avant et 3 après. Non, c'est environ 14 semaines. 14 semaines. Est-ce qu'à 14 semaines, vous pouvez assurer l'allaitement? Je crois que c'est le véritable problème. Il faut, puisqu'on veut promouvoir l'allaitement maternel, on en parle depuis des années. Mais comment on fait? Il y a ce blocage-là. Il faut donc permettre aux mamans de pouvoir allaiter leurs enfants. Donc, mettre sur place un cadre, des conditions plus favorables pour leur permettre d'allaiter leurs enfants. Et je crois que c'est le véritable problème aujourd'hui dans nos administrations. Ouais. Agé Tonga, nous parlons toujours de l'allaitement maternel. Maintenant, après 6 mois, le lait maternel ne suffit plus. Il faut maintenant des compléments alimentaires. Oui, il faut les compléments alimentaires. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais quand même dire 2 mots sur la législation qui n'est pas adaptée. 14 semaines, c'est environ 3 mois. Donc, c'est moins que 6 mois. Maintenant, en attendant que la législation évolue, on a vu les ministres aujourd'hui parler de la promotion de l'allaitement maternel, mais il faut que ça évolue. Entre-temps, on sait qu'on peut conserver le lait maternel, on peut l'essuyer et le donner à l'enfant. Parce que le lait maternel se conserve facilement à la température ambiante pendant 8 heures. Donc si vous partez au travail à 8 heures et si vous rentrez et vous exprimez votre lait, vous laissez à l'enfant. Si vous rentrez à 16 heures, le lait est toujours bon, donc vous pouvez exprimer ce lait-là et donner à l'enfant. Tout en comptant qu'il n'y aura pas les heures supplémentaires. Oui, tout en comptant qu'il n'y aura pas les heures supplémentaires, mais on peut aussi congeler ce lait maternel. Le congeler ou alors le mettre au frais? Le mettre au frais. Au réfrigérateur, ça tient pendant 3 jours, 72 heures. Et au congélateur, ça peut même faire des mois. Donc, on peut faire des stocks. Donc, on peut le congeler, on peut vraiment le mettre à forte température. C'est-à-dire dans le congélateur, oui, dans une chaîne de froid. Oui, en fait, à basse température. Oui, voilà. Pendant 3 mois, sans que ça ne pose de problème. Et j'aimerais dire aux mères qui nous écoutent en ce moment, le lait maternel coule le mieux la nuit. Donc, il faut que les mères puissent mettre l'enfant au sein. Ça veut dire que on peut dormir et mettre l'enfant
l'enfant au sein. Mais ça veut dire que le père accepte aussi de laisser que la mère dorme et que l'enfant puisse téter. Mais est-ce que là, à ce moment, ça présente pas des risques laisser un enfant, en fait, téter dans la nuit, la maman peut-être elle est endormie, le sein peut se déplacer à un moment donné et que le lait coule dans l'oreille de l'enfant, parce que on disait que lorsque le lait entre dans l'oreille de l'enfant, il devient sourd. C'est pas vrai. Et les risques que le lait coule dans l'oreille de l'enfant sont très très minimes, parce que les mères, instinctivement, elles ont toujours... Une mère n'a jamais écrasé son enfant pendant qu'il lui donne le sein la nuit. Jamais, vous n'avez... Donc, toutes ces limitations-là, je pense que c'est un peu de l'imagination. Oui, mais au-delà de l'enfant, on dit que le lait maternel protège aussi mieux la maman, qu'elle a aussi un rôle pour la santé de la maman. Un grand rôle. Tous les cancers du sein, de l'ovaire, l'allaitement maternel peut protéger la mère de tous ces cancers-là. Et même pour la santé de la mère, parce que quand la mère allaite, elle dépense de l'énergie. Donc ça permet en sorte que la mère retrouve plus facilement son poids avant la grossesse. Alors que si les réserves, qu'elle a accumulées, elle ne donne pas à l'enfant, elle va rester, et ces kilos-là auront beaucoup de mal à partir. Mais il faut aussi que la maman soit bien nutrie. Nutrie, parce que c'est ça le problème. Beaucoup de choses dans les communautés où le revenu est assez faible. Les mamans voient la qualité de l'alimentation des mamans et ça pose problème. Oui, mais la bonne et la qualité de l'alimentation de l'enfant n'est pas toujours due à la pauvreté, pas forcément. Parce qu'on peut bien manger chez nous, surtout lorsqu'il y a des variétés. Avec quelques astuces, on peut bien manger sans pour autant ruiner sa bourse. Par exemple, on a parlé des aliments de base glucidique, les aliments, les protéines végétales comme le jazz, le haricot, pour parler comme au quartier. Il y a les fruits de chez nous, on n'est pas obligé de consommer les fruits qu'on importe. Déjà, il y a l'ananas. Lorsque c'est la saison, on consomme les fruits de saison. Bref, privilégier de préférence des fruits de saison. Les fruits de saison et les aliments locaux. Parce que si on veut les aliments importés, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Alors, Adjet Tonga, on dit que le lait maternel joue aussi comme un moyen de contraception. Que une maman qui allaite ne conçoit pas aussitôt, facilement, elle ne peut pas concevoir au moment où elle allaite. Oui, ceux qui sont habitués aux terminologies du ministère de la Santé, on sait que la maman, l'aménorrhée due à l'allaitement maternel, on sait que lorsque on applique sincèrement l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois, il y a un retard de couche. Les couches de la mère ne reviennent pas vite et ça peut agir comme contraception. Mais il faut que l'allaitement maternel soit vraiment exclusif. C'est-à-dire qu'on puisse donner le lait à la demande et que le père. C'est pour ça que dans nos villages, parfois, on sait que l'espace entre deux enfants était toujours bien normé parce que le père aussi savait que pendant ces périodes-là, il faut laisser l'enfant téter normalement la nuit, de jour comme de nuit. Et pendant ces périodes-là, on savait que jusqu'à 6 mois vraiment, il y avait une contraception. Alors, Jules, s'il fallait adresser vraiment les problèmes pour renverser la courbe vertigineuse de la malnutrition au Cameroun, quels sont les problèmes que vous, les journalistes, vous mentionnerez en premier? Oui. Ou alors prioritairement? Je crois qu'il faut commencer par sensibiliser. Il faut mettre un accent sur la sensibilisation des populations. C'est le gros du problème. Donc il faut davantage permettre à ces populations d'avoir accès à un certain nombre d'informations, à un certain nombre de données même qui leur permettent de comprendre mieux le problème.
Parce que... Mais vous, les journalistes, vous êtes suffisamment outillés à la matière. Est-ce que vous avez toujours les moyens, les pouvoirs publics mettent toujours les moyens à votre disposition pour... Non, je pense pas. Je pense pas. Je crois que c'est ça le véritable problème. Nous, on a eu peut-être la chance d'être en partenariat dans le cadre de notre réseau avec l'UNICEF qui nous a permis de faire des descentes sur le terrain. Et pour voir la réalité, effectivement, notamment dans l'extrême nord, le nord et puis dans la région de l'Est. Vous savez que c'est les régions les plus touchées par ce genre de phénomène. Aujourd'hui, on a vu des réalités. C'est-à-dire que vous avez une maman qui vous dit que depuis le matin, elle n'a pas mangé. Il n'y a pas de quoi manger, mais elle doit allaiter. Comment elle fait? Donc, elle a un enfant qui est là, qui pleure, qui a besoin de se nourrir. Mais comment on fait? Donc, elle n'a rien à manger. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça. Je crois qu'il faut peut-être davantage les sensibiliser. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers nos articles de presse, nos émissions de radio, nos vidéos, des films que nous réalisons pour permettre à ces gens-là de comprendre, pour pouvoir sensibiliser les autres. Tout cela a un coût, c'est vrai. Mais je dis que nous essayons de faire avec les moyens que nous avons. Nous essayons de faire avec les moyens que nous avons. Dieu merci, pour le moment, on essaie de travailler en partenariat avec l'UNICEF, comme je l'ai dit, qui nous permet de faire un certain nombre de réalisations. Autre chose aussi, c'est d'amener même aussi des journalistes à s'intéresser à ce genre de questions. Parce que c'est pas évident dans des organes de presse, dans les médias, des journalistes aujourd'hui, c'est pas la priorité. En fait, ce sont pas des sujets. Enfin, les questions de santé ont jamais été les parents pauvres des médias. Voilà, il faut le savoir. Des sujets qui font vendre le journal. Ce sont pas des sujets qui intéressent tout de suite le lecteur. Pourtant, c'est des sujets très importants. Donc, nous amenons donc des journalistes à s'intéresser à ces questions à travers un certain nombre des ateliers de renforcement des capacités. Nous organisons même des concours pour primer les meilleures productions journalistiques sur ces questions-là. Donc, c'est ce que nous essayons de faire et nous comptons davantage renforcer cette sensibilisation. Il y a également le plaidoyer que nous faisons, c'est-à-dire qu'il faut attirer l'attention des décideurs, des pouvoirs publics. On a évoqué un certain nombre de choses tout à l'heure. Comment les femmes qui travaillent peuvent donc s'organiser pour allaiter leurs enfants. C'est-à-dire permettre aux enfants d'avoir accès au lait maternel et permettre également à ces mamans d'aller au travail tranquillement. Donc, il faut voir dans quelle mesure peut-être créer des espaces dans nos ministères, dans nos administrations, peut-être à 13h ou 14h, que ces mamans puissent se retirer et permettre et allaiter leurs enfants tranquillement. C'est des choses que l'État doit faire, puisqu'on parle de la promotion de l'allaitement maternel. Ok, Agé Tonga, merci Jules. Agé Tonga, en 2011, le gouvernement du Cameroun, en collaboration avec ses partenaires, a lancé le programme de fortification alimentaire comme une solution à ce problème de malnutrition. Alors, est-ce qu'il faut véritablement le programme, est-ce qu'il avance, il donne des résultats cette saison jusqu'ici? Je pense que le programme pour la fortification alimentaire, il marche très bien parce que tous les partenaires de l'industrie qui ont adhéré à cette initiative ont vraiment joué leur rôle. Donc, pour le moment, on a les huiles de table qui sont fortifiées en plusieurs micronutriments. Il y a les farines avec lesquelles on fait les beignets et autres qui sont aussi fortifiées. Et ça, c'est largement consommé dans la plupart de nos communautés. Donc, je pense que le programme marche bien. Mais ça, c'est une stratégie intermédiaire. Parce que la bonne stratégie et la stratégie la plus pérenne, c'est qu'on puisse consommer des aliments variés. C'est dans ces aliments-là qu'on va avoir la plupart des micronutriments. Mais ça, c'est déjà un pas, parce que le gouvernement ne pouvait pas rester les bras croisés et voyant tous les chiffres des carences en micronutriments que vous venez de diffuser tout à l'heure. Mais en plus de ça, il y a par exemple la supplémentation en vitamine A qui est faite au cours des activités de routine de la vaccination. Mais en fait, il y a les programmes pilotes, les projets pilotes, par exemple pour la promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, où on fait les suppléments de micronutriments directement dans le repas de l'enfant. Donc il y a les poudres de micronutriments qui sont ajoutées à l'aliment de l'enfant, exclusivement sur une petite partie de ce que l'enfant consomme, qui couvre ses besoins pour
l'ensemble du temps où l'enfant est enrôlé dans le programme. Il y a quelques districts de santé, avec l'appui des partenaires, notamment l'UNICEF, qui sont engagés dans ces projets-là. Mais à terme, il est question de mettre tous ces projets-là à échelle de telle manière que tout enfant au Cameroun de 0 à 24 mois puisse avoir toutes les chances d'être bien alimenté. Et la bonne alimentation, elle passe par quoi? De 6 mois à mon temps? 0 à 6 mois, comme je le disais. Oui, c'est l'allaitement maternel exclusif. Mais il faut continuer l'allaitement maternel. On ajoute quoi? Un peu de soja? Ce qu'il faut ajouter, c'est d'abord, en termes de texture, c'est des bouillies épaisses, bouillies ou purées épaisses. Dans les zones où on utilise les céréales, c'est mieux de faire des bouillies, mais vraiment épaisses, qui ont au moins les 4 types d'aliments, 4 ou 5 types d'aliments qu'on a énumérés, les aliments de force, les aliments qui donnent pour la croissance, et les vitamines et les micronutriments. Et ne pas oublier de mettre de la matière grasse dans l'aliment de l'enfant parce que ça donne aussi beaucoup plus d'énergie. Mais en variant non seulement la consistance de l'aliment de l'enfant en termes d'épaisseur, mais il faut également augmenter la fréquence des repas. Donc au lieu d'avoir 3 repas comme les adultes, l'enfant aura au départ, il aura peut-être 4 repas et on va au fil de la croissance, on augmente la fréquence des repas. Ok, merci Agé Tonga, merci Jules Lobo. Je pense qu'il y a plein de problèmes à adresser. Il faut que les industries qui produisent les aliments pour enfants puissent véritablement se conformer à la réglementation. Et nos administrations même en charge d'élaborer des réglementations doivent jouer véritablement leur rôle, élaborer des normes adéquates ou alors des réglementations adéquates et veiller sur leur mission de contrôle sur le terrain pour que la qualité des aliments fournis à nos enfants ne souffre d'aucun problème. Sur ce, nous allons vous remercier, mesdames, messieurs, d'être scotchés sur Ariane Télévision dans le cadre de ce programme spécial dédié à la nutrition infantile dans notre pays. Jules Lobo, président du REJODEC, c'est le réseau des journalistes défenseurs des droits des enfants et des couches vulnérables. Il était l'un de nos invités ce jour. Agé Tonga, il est expert en nutrition et en santé mentale. Il était également là. Merci à toute l'équipe de production coordonnée de l'autre côté par Charlie et Tomen sur la supervision de François Fessab, directeur général. Nous n'oublions pas de remercier le REJODEC et même son partenaire l'UNICEF qui ont permis la réalisation de ce programme. Merci et restez scotchés sur le programme d'Ariane Télévision. À bientôt.